Bonsoir à toutes et à tous. Donc on est presque à la fin. Et maintenant, on va échanger l'amour avec la vie sous une forme tout à fait simple, des substances qui servent aux plantes à faire l'amour. Et on va voir pourquoi c'est nécessaire. Et les plantes font ça dans la joie, elles exhalent des parfums qui nous rendent heureux. Et le plaisir est une des grandes clés de cela, notamment le plaisir dans la cuisine et dans les arts. On l'a appliqué avec mon ami le cuisinier, artisan cuisinier, comme il veut se nommer, Jérôme Douzelet, dans nos séminaires sur le sens du bien manger. Vous avez entendu au cours de la journée qu'il était important qu'il y ait des bons produits, c'est-à-dire des produits sains. Et moi, j'ai réalisé deux choses importantes au cours de ma carrière. J'ai une carrière de professeur des universités à Caen. J'ai été expert pour le gouvernement pendant plus de 9 ans, puis pour différents gouvernements du monde, sur les évaluations des OGM agricoles qui contiennent tous des pesticides. Et nos travaux ont fait le tour du monde, ceux de mon équipe, notamment quand nous avons donné des tumeurs aux rats avec des OGM et des pesticides. Et ce que j'ai réalisé le plus récemment, c'est qu'on pouvait détoxifier ces rats, et puis des humains, parce qu'on a démontré chez les rats, avec avec certains produits de plantes, on a identifié lesquels. Ce qui a changé par rapport à Hippocrate, par rapport au monde que nous vous avons décrit, par rapport au monde de l'hygiène antimicrobienne, c'est que la plupart des maladies chroniques ne relèvent pas de bactéries ou de virus. Parce qu'on n'en a jamais trouvé dans les cancers du sein, qui sont les plus fréquents chez la femme, dans les cancers du poumon, sauf à des stades très avancés, quand l'immunité baisse tellement qu'on a n'importe quelle infection. On n'en a jamais trouvé dans les maladies neurodégénératives, on n'en a jamais trouvé dans les maladies hormonales. Par contre, on a trouvé certaines choses. Vous avez entendu Hippocrate, ton premier médicament est ton aliment, mais aussi primum non nocere en latin. Eh bien, on est dans la société du primum nocere, parce que depuis maintenant les débuts du XXe siècle, nous sommes les enfants du pétrole. Après avoir travaillé à l'université de Nice et de Montpellier, j'ai été 4 années en Amérique du Nord à apprendre la biologie moléculaire, les cancers liés aux hormones. Et je suis venu à Caen avec l'idée de voir ce qui se passait chez les tout-petits pour comprendre leur hypersensibilité aux maladies chroniques et pour savoir si on pouvait les aider. On parle beaucoup d'épigénétique. Nous étions les pionniers pour savoir ce qui était collé directement sur les gènes qui n'étaient pas des mutations, mais qui étaient des produits artificiellement collés sur les gènes. Donc j'ai commencé tout simplement en analysant les produits anormaux qui étaient collés sur les gènes des cellules d'embryons, de placenta, de cordon ombilical, en prenant les cordons ombilicaux et les placentas des mamans qui voulaient nous en donner. Nous en avions trop, presque beaucoup, des jeunes mamans non fumeuses qui nous donnaient cela, qui partaient sinon à l'incinération. Et nous avons découvert plus de 400 polluants collés sur les gènes d'une seule cellule de fœtus humain. Ces polluants venaient tous du pétrole, que ce soit les hydrocarbures polycycliques aromatiques, qui sont les résidus de combustion des moteurs, mais aussi, on a découvert les pesticides de synthèse, qui sont tous issus de la pétrochimie, les plastifiants, beaucoup de PCB, de bisphénol A, etc., qui sont tous issus de la pétrochimie et qui sont mélangés aux pesticides dans les formulations. Nous avons découvert des métaux lourds, bien sûr, tous ces produits qui altéraient le génome humain pour longtemps. Ne pas prendre cela en considération, c'est un peu comme être borgne, à ne voir que les maladies virales et bactériennes, et à négliger le fait qu'à une échelle des millions de fois plus petite,
nous avons des polluants fixés dans notre corps depuis que nous sommes dans le ventre de notre mère. Et qu'il n'y a plus 1 kilo, en faisant de la bibliographie internationale, plus 1 kilo de chair vivante sur Terre, qu'il s'agisse de vers de terre, de levures, de feuilles, d'arbres, qui soit complètement dénués des polluants qui n'existaient pas avant la Première Guerre mondiale. Vous savez que nous sommes des petits brevetés de la société de pétrochimie, les 8 plus grandes multinationales qui font les médicaments, les OGM, les nanoparticules, les pesticides, et j'en passe, sont les propriétaires des produits que j'ai trouvés sur les gènes. Et dans ces produits, il y en avait 3, par exemple, sur les 10 premiers, je les ai classifiés un petit peu, qui appartenaient à la société Monsanto. Les PCB et dioxines et les résidus de Roundup, plus des résidus d'hydrocarbures polycycliques aromatiques, parce que c'est une société de pétrochimie. Ces produits ont fait scandale, et encore aujourd'hui, vous avez peut-être vu que hier et avant-hier, les journaux titraient entre Trump et Poutine les problèmes qui sont dus à des invasions au gaz, notamment au gaz sarin en Syrie. Eh bien, il faut savoir que le gaz sarin a été tout simplement inventé comme un des plus toxiques des pesticides dans les années 30 par la société IG Farben, mère de Bayer, qui rachète Monsanto. Il faut savoir que Monsanto a fait le composé orange pendant la guerre du Vietnam, c'est de l'histoire, avec des dioxines dedans, et qu'ils veulent commercialiser ces jours-ci une plante transgénique qui puisse absorber ce composé orange en grande quantité pour pouvoir la donner à manger à des gens, parce qu'ils pensent que ce pesticide doit encore être valorisé. Et il faut savoir peut-être que le gaz des camps de concentration s'appelait le Zyklon B et qu'il a été vendu à Hitler par cette même société qui est devenue Bayer. Donc ce sont des gaz de combat, des gaz mortels, pas seulement des toxines, mais vraiment des poisons chimiques qui viennent du pétrole, et le pétrole est fossile, donc ce n'est pas le vivant, et il se colle à l'intérieur de nos gens. Alors qu'avons-nous fait pour aborder cela ? Nous avons récemment publié ce livre sur la qualité de l'alimentation, le fait que chaque produit cache une philosophie de vie et du monde. Donc ces pesticides de synthèse, ils cachent une philosophie de mort. Ils sont présents sur les gènes des fœtus humains. Et nous avons pris des cellules, les avons cultivées suffisamment pour qu'elles se débarrassent de ces produits chimiques. Et nous avons remarqué qu'avec un tout petit peu de Roundup, c'est-à-dire des centaines de fois moins que ce qui est utilisé en quantité herbicide dans le jardin du dimanche de monsieur qui achète le Roundup à Jardiland pour avoir un parking propre, nickel, comme dit la publicité, qui est lui aussi un grand polluant, un parking sans herbe, un parking de cimetière. D'ailleurs, les gens râlent quand on ne veut plus mettre de pesticides dans les cimetières parce qu'ils veulent des choses propres. Ils vont penser que ça va endommager leur mort, ou je ne sais pas. Donc on a entré dans notre culture cette culture de mort des pesticides de synthèse faits de pétrochimie et de plastifiants de synthèse. Ce n'est pas pour rien que vous trouvez sur les tickets de caisse sans bisphénol A. Ce sont des plastifiants qui étaient au départ synthétisés comme des hormones féminines, et toujours à partir de cette pétrochimie. Et on trouve d'ailleurs du bisphénol A dans les formulants de pesticides. Alors quand on a traité ces cellules embryonnaires humaines vivantes avec du Roundup, eh bien on a réussi à les tuer tout de suite. Et c'était surprenant parce que à l'époque, j'ai commencé à travailler sur ce que tout le monde appelle le glyphosate aujourd'hui, qui n'est autre que le principal pesticide du monde, le Roundup et les dérivés apparentés à base de glyphosate, il y a à peu près 20 ans. Et à l'époque, tout le monde croyait que c'était du thé, le meilleur pesticide du monde. Il faut vous remettre dans le contexte. Et donc, à 0,05%, alors que le jardinier l'utilise à 1 ou 2%, donc vous voyez, c'est beaucoup moins, eh bien, nous desséchons les cellules. Et nous avons fait la découverte suivante, c'est-à-dire que dès 2005, avec Sophie Richard et puis Nora Benachour, des étudiantes en thèse, j'ai dirigé une vingtaine de thèses, le glyphosate en bleu, je ne sais pas si j'ai un pointeur, ça doit être ça, voilà. Le glyphosate en bleu est beaucoup moins toxique parce que les cellules restent vivantes jusqu'à une concentration de 1%, qui est la concentration utilisée pour les plantes,
eh bien, le Roundup, lui, avec la même quantité de glyphosate, est jusqu'à 1000 fois plus toxique, 100 000 fois dans certaines conditions, selon le temps, la dose et les cellules. Ce qui veut dire qu'il y avait des poisons cachés, d'où le titre de notre livre, dans le Roundup, qui n'était pas le glyphosate. Alors ça m'a emmené déjà à devoir me séparer d'un certain nombre de mes collègues qui avaient peur de travailler sur une marque et qui voulaient qu'on dise un produit purifié. Vous savez, comme en médecine, on a soi-disant un principe actif. On vous a dit que ça ne tenait pas la route avec Marie de Hensel. C'est un totum, une plante, et on a découvert pourquoi. Mais c'est un totum, un pesticide, et là, ils savent l'utiliser. Le glyphosate est le principe actif déclaré du pesticide. Alors, on a découvert que ce qu'il y avait, avec des méthodes extrêmement puissantes de spectrométrie de masse, à l'intérieur du Roundup comme poison caché, qui était 1000 fois plus toxique que le glyphosate, qui est le mot que vous entendez partout maintenant dans les journaux au sujet du Roundup. Parce que la société Monsanto ne déclare que ça, le WWF et Greenpeace qui sont contre eux les croient quand même, et ne parlent que de ça, et les autorités n'évaluent que les tests de Monsanto sur le glyphosate tout seul. Donc déjà, vous voyez qu'il y a fraude. Il y a, en quelque sorte, malversation à la déclaration. Eh bien, nous avons trouvé que c'était des résidus de pétrole oxydé, ce que j'appelle ici ethoxylated adjuvants. Au départ, on les appelait adjuvants comme tout le monde. On sait, depuis, que ce ne sont pas des adjuvants parce qu'ils ne sont pas là pour aider, mais ils peuvent remplacer la toxicité du produit. Alors, je vais en venir vite à nos toutes dernières découvertes sur la détoxification de ces produits, puisque c'est le but aujourd'hui de vous montrer comment par la joie et le plaisir on peut les enlever de notre corps, car nous les avons tous. Il n'y a pas une personne dans cette salle qui n'en a pas dans son cerveau, dans ses testicules, dans ses ovaires, dans ses seins, dans sa graisse en général. Ces résidus de pétrole oxydé qui nous viennent des pesticides, mais aussi de l'ensemble des polluants, des gaz de voiture, etc. Parce que nous sommes les enfants de la pétrochimie. Si des anthropologues recherchaient dans quelques milliers d'années, si l'espèce humaine existe encore, dans nos fossiles, ce qui se passe, eh bien, on trouverait des résidus de pétrole, essentiellement, ce qui nous différencierait complètement des humains de l'ancien temps, que nous avons vu sur la première diapo de Marie de Hensel. Eh bien, j'ai été nommé par le gouvernement expert pour évaluer les pesticides et les OGM. Et je me suis rendu compte, en tant que biologiste moléculaire, que les OGM étaient modifiés, c'était des graines, enfin je parle des OGM agricoles, étaient modifiés pour pouvoir avoir de grandes quantités de pesticides à l'intérieur. C'est-à-dire que les grandes sociétés qui avaient fait les gaz de combat, les gaz mortels, se sont emparées des semenciers, modifiant les semences pour qu'elles puissent absorber sans mourir et contenir de grandes quantités de pesticides pour que leurs plantes, à elles, ces grandes sociétés, ne meurent pas. Et donc, 57% absorbent du Roundup, 17% fabriquent un insecticide. Alors on leur a donné à manger, ce que l'État n'a jamais eu le courage de faire. On leur a donné à manger pendant 2 ans, alors que nos études ont été controversées, et on sait aujourd'hui qu'on avait raison, pourquoi et comment, parce qu'on a continué, on a publié dans les meilleures revues du monde, du type Nature, pour savoir que c'était spécifique ce que nous avions trouvé. Les Monsanto Papers, c'est-à-dire tous les mails cachés de la société Monsanto, ont révélé 18 dossiers noirs sur mon nom, et tous les compromissions qu'ils avaient fait en payant un tel ou un tel pour qu'on critique notre article, eh bien, on leur a donné à manger pendant 2 ans à ces rats, et le Roundup, à très faible dose, aux doses où c'est autorisé dans l'eau du robinet, et les OGM, et on s'est rendu compte que ça leur donnait des maladies chroniques, qui correspondent à peu près à la symptomatologie des maladies chroniques que nous avons. Maladies hormonales, maladies nerveuses, qu'on a reproduites aussi dans des temps très courts, en donnant des pesticides à des rats, l'autisme, des maladies de comportement. On peut les donner à des rats en 1 semaine avec des pesticides. Et puis, on s'est rendu compte qu'ils étaient malades du foie, qu'on voit là, des reins, qu'on voit là, et qu'ils développaient des tumeurs. Vous savez, on n'a pas le droit d'opérer les rats parce qu'on n'est pas là pour les soigner, mais pour voir les maladies qui se développent avec des produits qu'on donne à manger aux gens et aux animaux de compagnie tous les jours. Donc c'est éthique pour les animaux que de prendre les analyses des premiers qui mordent, ce qui ensuite va être donné à des millions d'animaux de compagnie et d'animaux de boucherie.
et à nos enfants, bien sûr. Donc, nous avons fait cela, et nous avons été la proie des lobbies, mais vous allez le voir, on s'est défendu, et m'ont dit, les gens qui m'ont donné quelques médailles parce que j'étais lanceur d'alerte, les associations de scientifiques allemands et américains, et de médecins californiens, que j'étais le seul chercheur vivant, je ne suis pas en train de me vanter, mais il se trouve que je me suis trouvé dans un goulot d'étranglement où j'ai été dans cette situation, à avoir attaqué 7 fois les lobbies pour diffamation et avoir gagné 7 fois en procès. C'est-à-dire que j'ai pas eu de... Et surtout, je voudrais que, en fait, vous applaudissiez tous mes collègues qui m'ont soutenu, aidé, et mes amis, sans qui je ne serais pas là. Et à la fin, je vous demanderai de vous applaudir aussi vous-même pour ce que vous allez faire bientôt pour sortir de ce monde qui nous empoisonne. Alors, janvier 2018, après encore un combat contre les lobbies, j'arrive à sortir cette publication qui montre que non seulement il y a des dérivés de pétrole dans les pesticides, mais aussi des métaux lourds. Et notamment, on a pris comme symbole le métaux lourd qu'on a le plus trouvé dans les herbicides à base de glyphosate. Devinez quoi? De l'arsenic. Alors que c'était un pesticide déclaré jusqu'en 1974 puis interdit, là il se retrouve dans les composés dits inertes et confidentiels. Alors bien sûr, j'ai été le dire en Allemagne à la commission qui évalue le glyphosate. Je dis, vous vous trompez de dossier, les gars. En fait, ils étaient tous déjà compromis, je les connaissais depuis longtemps. C'est eux qui évaluent pour l'Europe, qui dit non, non, c'est pas cancérogène, le glyphosate. Ils ont probablement raison. Parce que l'OMS voit que c'est cancérogène, les herbicides à base de glyphosate, mais ils étudient la totalité, puisqu'ils étudient ce qui se passe sur le terrain. Vous savez que les agriculteurs, comme vous l'a dit Jérôme Douzelet ce matin, n'ont pas accès au glyphosate seul, mais au Roundup. Le glyphosate seul ne se vend qu'à des laboratoires de chimie. Et donc, nous avons trouvé cela et publié cela en 2018 qu'il y avait de l'arsenic. Alors, nous nous sommes même rendus compte, en isolant le glyphosate, qu'il n'est pas herbicide, vous voyez. Ça, c'est des plantes normales de tomates qui sont arrosées à l'eau. Ça, elles sont arrosées au glyphosate avec une dose qui est censée être herbicide. Elles ne bougent pas en une semaine. Par contre, vous les arrosez au Roundup, elles meurent en une semaine. Et vous les arrosez qu'avec les formulants à base de pétrole et d'arsenic, elles meurent en une semaine. Autrement dit, il n'y a pas besoin du glyphosate, et d'ailleurs la Suisse vient de le prouver, en commercialisant une formulation de Roundup sans glyphosate avec du vinaigre à la place. Ils pourraient mettre des poudres de perlimpinpin, mais comme ils font évaluer le glyphosate, ils arrivent à avoir à la fois le brevet sur un produit, parce qu'on ne va pas breveter l'arsenic ou des dérivés de pétrole, et ils arrivent à avoir les plus hautes doses autorisées, parce qu'ils font tester le produit le moins toxique de leur mélange. Vous voyez, ils ont compris le totem à l'envers, et ils nous la font à l'envers à différents niveaux. Alors, ça c'est publié en janvier 2018. Alors, regardez l'arsenic en rouge dans tous les herbicides à base de glyphosate. Et c'est beaucoup plus que dans les autres herbicides qui sont là, qui sont les fongicides, le phénhexamide dont on a parlé ce matin, etc. Il y en a un peu, mais qui sont là. Alors, on a la preuve de leur malhonnêteté. Ça doit être clair, dit, et c'est pour ça que j'ai des diffamateurs encore contre moi qui modifient mon profil Wikipédia 2 fois par semaine, même quand il y a des jeunes communicants qui essayent de rétablir les choses, ou qui essayent de, comme même pour ma participation à ce colloque, qui essayent de nous diffamer en nous disant que je suis compromis, sectaire, tout ce que vous voulez. Donc on les connaît, ces petits imbéciles criminels de l'humanité. Et on a mis le doigt dessus. Ils se cachaient, comme les nazis se sont cachés après la guerre, mais on les connaît maintenant. Et donc le monde va changer, parce que vous savez, il faut déjà réaliser quelque chose au niveau culturel et physique pour qu'ensuite les choses changent. Alors, on a compris que le problème était mal posé pour tous les pesticides. Et donc, on a gagné aussi, dès 2005, un procès en se mettant aux côtés du gouvernement allemand, parce que Monsanto ne voulait pas qu'on donne les tests sur les OGM et ne voulait pas doser les pesticides dans les OGM. Et on a révélé ce qu'il faisait par une loi anti-nazie, donc vous voyez, c'est pas rien,
grâce à une cour d'appel en Allemagne, près de Berlin, parce que Monsanto ne voulait pas donner les analyses de sang des rats qui avaient été testés par eux-mêmes pendant 3 mois seulement, au lieu de 2 ans, ce que nous avons fait ensuite, pour voir les effets que ça donnait sur la santé. Et là, on avait les prémices des maladies rénales, dont meurent d'ailleurs les agriculteurs au Sri Lanka qui utilisent du Roundup, des maladies hépatiques, etc. Donc on a compris beaucoup de choses en quelques années, et je vous l'ai dit, on a gagné 7 procès de 2011 à 2017 contre les lobbies diffamateurs. Alors, en résumé de cette partie, avant de vous parler de la détoxification, la première faute, c'est de déclarer le glyphosate comme principal ingrédient actif, et nous ne sommes pas aidés par les associations environnementales parce qu'elles y croient, et donc les ministres, etc., tous ceux que j'ai conseillés le savent. Ségolène Royal l'a compris en interdisant 130 herbicides à base de ces dérivés de pétrole qu'on appelle le POEA, que même Jérôme Douzelet a goûté, et effectivement ça a des goûts de pétrole. Je vous signale que les tests des pesticides ont été faits à l'aveugle, et quand ils nous disaient un goût chloré, ils ne savaient pas la structure des pesticides, les gens qui goûtaient. Et deuxième faute, c'est de déclarer les vrais produits toxiques comme inertes et confidentiels. Parce qu'il y a une part de 60% du pesticide qui reste confidentiel selon les règlements qu'ils ont arrachés à l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. En fait, ces lobbies sont devenus extrêmement riches et extrêmement puissants avec notre argent, non pas parce qu'ils vendent des choses dont nous avons besoin, mais parce que tout le PIB des pays industrialisés est parti vers eux pendant et entre les 2 guerres mondiales, et aussi parce qu'aujourd'hui, entre les crédits d'impôt recherche, les subventions, les aides financières et les aides de la PAC qui leur reviennent via l'achat des pesticides par les paysans industriels, ça devient les plus riches du monde. 8, c'était 85 en 2014, 8 aujourd'hui ont plus de la moitié de la richesse mondiale, de ces réseaux financiers qui contrôlent la pétrochimie et qui investissent dans les GAFAM. Vous savez, les grandes entreprises de communication. Alors, on a publié dans Nature, et ils sont maintenant contre la revue Nature, ils la critiquent et tout de nous avoir publié, comment le Roundup agissait pour les spécialistes. Et regardez, on n'est pas du même monde. Monsanto dit, ben voilà, Bruce Hammond de Monsanto, Daniel Goldstein de Monsanto, David Safiras de Monsanto écrivent à la revue qui nous publie en 2012 pour dire c'est pas bien ce qu'a fait Serralini, et ils font écrire 100 autres de leurs compromis copains que je connaissais, que je tutoyais dans les commissions, et qui avaient permis d'autoriser ces produits au grand public. C'est-à-dire c'est grâce à eux que vous les mangez, donc on les connaît par leur prénom si vous voulez. Et ils disent ah ben nous, on n'a aucun conflit d'intérêt. Vous voyez ? Donc on n'est pas du même monde. Mais moi, ils me disent que j'ai des conflits d'intérêts parce que il y a à peu près 10 ans, j'ai reçu 1 000 € d'une compagnie qui développe des plantes bio pour faire un voyage d'études à un colloque international à un de mes étudiants. Et donc il ressort toujours ça, revue. Lui, il a des conflits d'intérêts, il travaille avec les bio. C'est pour vous dire dans quel monde on est. Hein. Je suis pragmatique pour vous dire dans quel monde on est. Cette société s'appelle Seven, elle a encore pignon sur rue, elle développe les plantes et les extraits de plantes du jardin de Mazet que vous venez de voir avec Marie de Henzel. Alors on a compris aussi que les OGM étaient des morts vivants, et pourquoi? C'est-à-dire qu'ils sécrètent énormément de cadavérine et de putrécéine, qui sont des molécules réservées aux cadavres, comme leur nom l'indique, parce qu'ils sont stressés au niveau génétique de faire une enzyme qui permet l'absorption de l'herbicide, et ils font que ça. On les rend usines à médicaments pour herbicides, c'est-à-dire pour que la plante supporte l'herbicide. Donc on a compris ça et on l'a publié, et je me suis rendu compte, vous savez, on lit de plus en plus de livres qui nous montrent l'intérêt du microbiome, l'intérêt des levures et des champignons. On n'a pas de bon vin sans levure, on n'a pas de bon pain, on n'a pas de bon fromage, on n'a pas de bon chocolat, ce qu'on sait moins, on n'a pas de bon vanille, on n'a pas de bon café sans fermentation. La fermentation, c'est quelque chose d'immémorial, et c'était inscrit sur les gourdes avant Jésus-Christ, c'était dans les premiers écrits de l'humanité, le premier best-seller, 5500 ans, il y a 5500 ans, l'épopée de Gilgamesh, ils sortaient du vin fermenté à la première, et ils buvaient de la bière, c'était des céréales fermentées. Les champignons mangent avant nous, et en fait, ils mangent avant nous même dans notre intestin. C'est-à-dire que si on nous prend, on nous met dans un mixeur, on a plus de gènes de champignons et de bactéries à l'intérieur de nous, avec aussi tout ce qui nous protège des maladies, que de gènes humains.
Et ça, c'est assez marquant pour dire que nous ne sommes pas des humains, nous sommes des écosystèmes. Nous n'existons pas sans les autres, tout simplement parce que tout ce que vous avez appris aujourd'hui vient de gens qui ont commencé à apprendre l'écriture, la parole, et puis qui se sont transmis des faits depuis la nuit des temps, tous ces herboristes traditionnels. Et puis, nous n'existons dans notre vie que grâce aux autres, grâce aux échanges positifs que nous avons avec les autres, voire négatifs, en se construisant. Et puis, nous n'avons aujourd'hui de vie que grâce aux microbes bénéfiques qui sont 98 à 99% des microbes et des champignons qui sont un règne à part, qui nous symbiosent. Alors, regardez simplement l'homologie qu'il y a entre les résidus de pétrole cassés, le pétrole qui sont des composés aromatiques fossilisés, les arômes des plantes qui se fossilisent dans des centaines de millions d'années pour donner du pétrole. Le pétrole cassé, ça ressemble à des composés aromatiques qui sont nos vrais arômes, qui sont les hormones sexuelles. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, les arômes, ça n'a pas été inventé par les plantes pour notre plaisir, parce que les plantes, nous sommes des parasites de plantes. Nous existons parce que les plantes nous donnent de l'oxygène sur Terre, et nous existons parce que nos petits cœurs battent avec des calories, parce qu'on a mangé des plantes, des extraits de plantes ou des animaux qui ont mangé des plantes. Donc grâce au mystère de la photosynthèse dont a parlé Emmanuel Renfort, il y a aujourd'hui des parasites de plantes sur Terre qui sont nous-mêmes. Mais des parasites dans le bon sens si on les cultive bien. Et il y a une homologie entre ces arômes. Les plantes ont inventé les arômes pour faire l'amour, mais aussi pour se détoxifier, ça revient au même. Parce que le plaisir, c'est une détoxification, mais les hormones de l'amour, c'est aussi les hormones de la détoxification, parce que c'est fait par des gènes de la respiration au fond des cellules. Et ces gènes, on a découvert dans les années 2000 que c'était les gènes éboueurs qui nettoyaient nos cellules des polluants dont je vous ai parlé, notamment des polluants à base de pétrole. Donc il fallait trouver un moyen de stimuler ces gènes éboueurs qui sont en nous, les gènes nettoyeurs de nos cellules, au tréfonds des cellules, de les passer au Karcher de l'intérieur. Et c'est ce que nous avons commencé à essayer de faire. Donc, on s'est dit, un jour, la société Seven qui faisait des gouttes d'extrait alcoolique de plantes du Mazet, 3 par 3, et je les ai eues une par une. J'en ai essayé 1, 2, 3, 5, et je me suis rendu compte qu'il y avait une saturation du système s'il y en avait trop. Donc c'était, en fait, la vie répondait à 3 totems de plantes à la fois, mais si on lui en donnait 5, les enzymes nettoyeurs commençaient à détoxifier la tisane qu'on boit trop, et qui est toujours la même, commençaient à détoxifier même les arômes que vous prenez en trop. Donc, on a compris qu'il ne fallait pas trop en apporter, et c'est ça qui a nettoyé les cellules et les a revitalisées. Donc il y a des solutions. Là, les cellules sont revitalisées par quelques gouttes de composés aromatiques qui sont dans le milieu de culture des cellules, là et là. C'est quelque chose qu'on a vérifié des dizaines de fois et qui est spécifique et qu'on a publié. On l'a publié aussi avec toute une série de mélanges. Et voilà ces plantes. Alors je croyais, quand j'ai commencé avec le pissenlit, la grande bardane et l'épine vinette, parce que les médecins de Seven me disaient « Ah ben, ça c'est notre composé principal pour détoxifier le foie, selon des propriétés de médecine traditionnelle ». Ben, je croyais avoir mis bingo. Et puis dès qu'on a essayé les autres sur des cellules de rein, etc., on s'est rendu compte que la plupart des plantes connues pour être détoxifiantes, détoxifiaient. Et c'est mon ami Jérôme Douzlet qui me dit « Mais ces plantes, on peut les utiliser en cuisine ?» Moi, je les utilise parfois en cuisine, ceux dont vous voyez le nom latin. Et puis quand on a été invité par différents gouvernements visiter, faire des conférences dans certains pays, on en a profité pour voir les peuples traditionnels. Donc j'ai été à Keur-Massar, j'ai été au Sénégal, j'ai été avec Jérôme voir les Maoris et voir aussi les aborigènes d'Australie, voir les Indiens du Canada ou les Indiens d'Inde et d'autres. Et puis on s'est rendu compte qu'ils utilisaient les plantes traditionnelles locales qui étaient connues pour être digestives, qui aident la digestion, c'est-à-dire qui aident les levures de notre intestin, qui sont acclimatées aux aliments que nous mangeons et aux plantes que nous mangeons et qui colonisent ensuite notre intestin et qui nous donnent de la santé.
Et je présume que ces levures qui sont dans notre intestin font elles aussi des arômes nécessaires à notre santé, et que c'est d'où l'intérêt, et qui ensuite passent dans le sang et dans le corps, d'où l'intérêt qui nous détoxifie, qui nous donne du plaisir, parce qu'on a identifié, on a commencé à identifier dans la bibliographie des petits peptides ou des petits arômes qui font ça dans le corps et qui viennent en fait des levures qui nous colonisent et des bactéries qui nous colonisent. Donc on est vraiment en symbiose. Alors, on est arrivé avec toute une série de plantes culinaires et digestives et détoxifiantes à faire ça. Toutes ces plantes étaient cultivées au jardin de Mazet. Et alors je me suis dit, moi vous savez, j'ai tendance à être assez les deux pieds sur terre, même si j'essaye d'avoir la tête dans les étoiles. Je me suis dit, et les rats, ils vont se détoxifier, mes rats intoxiqués, ils vont se détoxifier avec ces plantes. Eh bien oui, ça marche. Et grâce à un nouvel appareil qui est arrivé à l'université de Caen, qui pouvait étudier les mouvements des rats en 3 dimensions, avec des infrarouges qu'ils ne voyaient pas et qui coupaient leurs mouvements, qui fait qu'on arrivait à numériser leurs mouvements pendant la nuit, on a publié cet article avec Steve Gress et d'autres personnes de mon équipe, qui montre que, cet actimètre, qui montre que, eh bien, les rats recouvrent un mouvement quand ils sont traités par les plantes, après les avoir intoxiqués pendant 1 semaine seulement avec les pesticides comme le Roundup, qui a des doses qui correspondent à ce que reçoit un agriculteur quand il est pend. Parce que j'essaye toujours d'être pragmatique. Et on a compris que ça amplifiait la quantité, vous voyez là c'est très clair, la quantité d'enzymes hépatiques, ça c'est les enzymes hépatiques qu'on vous dose quand vous allez chez le médecin et qu'on veut voir comment va votre foie, les gamma-glutamyltransférases, etc., les transpeptidases et les cytochromes. Eh bien on a compris que ça les stimulait, ça les boostait. Donc ils jouaient le rôle de nettoyeur, parce qu'aussi les rats faisaient davantage pipi de polluants dans les temps qui suivaient l'adjonction des produits aromatiques à base de plantes. Alors, après avoir compris que finalement étudier la toxicité, ça permettait de savoir où étaient les talons d'Achille de ces mammouths qui nous mangent, mais en fait un mammouth c'était sûrement gentil, mais qui là sont des destructeurs de l'environnement et de l'écosystème, et ces entreprises transnationales, et en même temps, donc on a trouvé le moyen de s'en sortir, et en même temps on trouve le moyen de s'en sortir parce qu'il y a toujours une branche de mon laboratoire qui a travaillé sur la détoxification en même temps que de comprendre l'intoxication. Et donc c'est possible, et au niveau individuel, on a identifié des composés aromatiques détoxifiants qui sont beaucoup plus, en fait, fréquents qu'on ne croit dans les plantes traditionnelles. Pourtant, là, je ne reviens pas en arrière. Voilà. Donc la détoxification organique en cuisine, c'est ce qu'on fait au cours de nos séminaires, et comme Jérôme Douzelet avait déjà le principe de 3 couleurs, 3 saveurs, 3 textures pour dans des produits bio sains et de qualité, stimuler l'appétit, la vision, l'audition du petit biscuit qui craque sous la dent, etc. Tout ça, ça fait saliver. Et quand on rajoute dessus des plantes détoxifiantes fraîches, qui sont à peine chauffées par le plat, on fait une sorte de distillation à froid du totum en direct, et on a ces saveurs que l'on sent, qu'on aime dans la cuisine, quand la grand-mère préparait des fonds de sauce, mais aussi quand elle rajoutait ses herbes sur les plats. Et là, on arrive à saliver, et par le plaisir, pas parce qu'on en a trop, qu'on est obligé d'en prendre, etc. Et ce plaisir, cette salivation, déclenche par réflexe une sécrétion des sucs gastriques, hépatiques et intestinaux. Et dans les sucs hépatiques, il y a ces enzymes de nettoyage qui sont les cytochromes P450. Donc, évidemment, ça peut sans doute aider des malades, des médecins l'ont utilisé, mais ça peut surtout aider les bien portants à le rester et à moins s'intoxiquer de cette purée de polluants qui vient sans cesse à nous. Donc, la quête du plaisir vrai, simple, est aussi quelque chose de très important. Faire la fête, c'est aussi détoxifiant, on le voit par les hormones qui stimulent ces enzymes pendant qu'on est en joie. Voilà un petit peu l'exemple de ce qu'on fait dans nos séminaires de détoxification, où on apprend tous ces concepts pendant 3 jours et où on les applique dans la cuisine, et grâce à Jérôme Douzelet, et aussi où on apprend le goût des pesticides. Donc, moi, c'était très important pour moi, pragmatique, d'aller dans le concret des choses, c'est-à-dire d'appliquer les principes théoriques que nous avions compris, et en même temps théoriques pas tant que ça, puisque ça marchait sur des rats.
Donc, la grande cuisine s'est détachée de ça. Parce qu'avec ces dérives, enfin en tout cas pendant un moment, vous êtes capable d'aller chez le plus grand cuisinier du monde, Marc Vera, qui a signé la préface de notre livre et qui nous supporte tout le temps et me dit qu'il admire ce qu'on fait, qui a été le plus grand cuisinier du monde pendant 15 ans d'après ses pairs, eh bien, ces gens-là sont quand même, par le système, et je ne leur jette pas la pierre du tout, par le système commercial, obligés de servir des grands vins pollués aux pesticides, parce que les gens en demandent quand ils vont là, et puis qu'ils n'ont pas cette culture de savoir. Et c'est normal, parce qu'on les a tellement baratinés avec les grands vins qui utilisent plein de pesticides. Donc, la cuisine a eu ses dérives, aussi parce que, pas très loin d'ici, aux Champs-Élysées, le chef Pierre Hermé, qui m'a juré de ses grands dieux qu'il ne le ferait plus, utilise des nanoparticules de dioxyde de titane qu'on utilise aussi dans les pesticides pour blanchir les macarons, pour les faire plus blancs que blancs, vous savez, avec l'image culturelle de la lessive plus blanche que blanche qu'on avait dans les années 70. Donc aujourd'hui, on peut faire un retour aux sources avec une grande cuisine nouvelle, naturelle et beaucoup plus simple. Des bons produits, et ça c'est essentiel. Et donc, le goût, c'est très important à cause du plaisir et de la salivation. C'est ainsi qu'on entretient, qu'on développe sa santé. Et j'ai essayé de l'appliquer moi-même et je me sens beaucoup mieux, croyez-moi. On a fait aussi ça sans manger, au cours du jeûne, en faisant du sport, à la clinique Boehringer en Allemagne, ou alors en mangeant très peu, des bouillons, etc., avec des herbes aromatiques. Moi, j'en rajoutais toujours. On fait un protocole là-dessus. C'est possible de se détoxifier de cette manière. Et pendant la vie normale, on doit manger, donc on peut parvenir à se détoxifier de tous les moyens. Alors c'est sûr que Monsanto vous dit, et quand je dis Monsanto, c'est à travers eux les agences de santé, vous savez, parce que en fait les agences de santé ne publient que sur leur blog, il faut le savoir. Et ce qu'elles font, c'est décortiquer les avis de Monsanto, ou pas décortiquer d'ailleurs, qui dit, ben voilà, j'ai testé le glyphosate tout seul, ou d'autres produits, ou les PCB, ou le bisphénol A, pas Monsanto, mais d'autres firmes, et pour dire, vous voyez, c'est bon pour tout le monde. C'est comme ça que ça se retrouve partout, et qu'on étouffe les dauphins avec des continents entiers de plastique au large d'Hawaï qui ont réduit de 8 fois la France à 2-3 fois la France aujourd'hui. Donc, on peut parvenir à se détoxifier avec des bons produits par la vision, la saveur, le parfum, c'est-à-dire on doit se servir de tous ses sens et on arrive ainsi avec des bons produits dont on connaît l'origine à se détoxifier. Et c'est pas seulement une vue de l'esprit, ça peut se faire. Voilà, ça c'est des sushis de dessert que fait Jérôme. Et ce que je voulais vous dire, c'est que faut bien comprendre que les pesticides empêchent les arômes de se former dans les plantes, ces produits de l'amour qui nous donnent le plaisir et qui attirent les insectes, mais qui sont aussi régénérants pour la respiration des cellules, qu'ils inhibent la détection du vrai goût et le perturbent, qui déforment l'appétit, et c'est notre expérience sur les vins. Donc, je voulais donc faire la boucle avec tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui, vous remercier grandement pour votre attention et vous dire qu'il y a plein de solutions. Bravo.